Grenoble en mai 2022. Prison de Grasse en mai 2023, prison de Nancy en octobre 2024, prison de Villepinte en novembre dernier. Oui, les cas de ces narcotrafiquants qui continuent à piloter leur trafic de drogue même après leur incarcération sont assez nombreux. Bonjour Joachim Perrault et merci beaucoup d'être avec nous en direct. Vous êtes maire d'Alençon et vous êtes ancien directeur des prisons de Fresnes et de Fleury-Mérogis. Vous êtes donc très bon connaisseur du dossier des quartiers de haute sécurité. Soyons directs, cette solution s'est frappée fort et efficacement pour en finir avec les détenus qui mènent leur trafic depuis leurs cellules? Je pense que l'objectif est louable. Je crois qu'il faut déclarer la guerre aux narcotrafiquants. Et si nous ne voulons pas que les détentions soient aux mains de ces narcotrafiquants, il faut les écarter des détentions ordinaires. Donc moi, je suis favorable à ce que ces détenus soient affectés dans des quartiers de haute sécurité. Nous avons en France actuellement 2 maisons centrales qui pourraient en accueillir quelques-uns. Je pense à celle d'Alençon-Condé-sur-Sarthe et celle également qui se trouve près de Lens. Ça me paraît indispensable. Alors vider une prison, alors il faudra trouver effectivement d'autres prisons pour accueillir les détenus qui vont quitter cette prison, mais je pense que c'est une bonne expérimentation parce qu'il est temps d'écarter ces détenus qui ont beaucoup d'influence sur des détenus les plus faibles. Il y a une contagion qui se développe dans les prisons françaises et moi j'avais proposé des mesures pour écarter par exemple les détenus terroristes et on pourrait prendre les mêmes mesures qui avaient été prises à l'époque par l'ancien garde des Sceaux, M. Urvaz. Donc oui, il faut absolument écarter et où il y a 2 possibilités, les quartiers d'isolement, les maisons centrales et pourquoi pas créer une maison d'arrêt dédiée aux narcotrafiquants, ou du moins ceux qui organisent des trafics dans la prison. Et je rappelle quand même qu'en France, vous avez 20 000 détenus qui consomment d'une manière régulière de la drogue. 20 000 détenus, c'est un chiffre considérable. Donc il faut déclarer la guerre à cela, bien évidemment. On reste ensemble, mais bien sûr, et ça ne vous étonnera pas, les syndicats ne sont pas forcément aussi optimistes que vous, positifs en tout cas. On va écouter UFAP UNSA Justice qui ne comprend pas très bien comment on va faire avec ces détenus qu'on enlève d'une prison pour les mettre dans une autre. Regardez. On ne peut pas mélanger des prévenus, des condamnés, des multirécidivistes. C'est compliqué. Si on veut que la prison, ça soit un temps utile à l'incarcération, il faut faire un tri et il faut spécialiser justement nos établissements pour permettre d'éviter de mélanger tout ça. On va écouter le bon extrait maintenant, regardez. Si je comprends ce qu'il dit dans son projet, c'est qu'il va prendre une prison qui existe déjà. Le problème, c'est où on va mettre les détenus qui étaient dans cette prison. Parce que là, forcément, on a aujourd'hui quasiment 81 000 détenus hébergés dans nos prisons pour 62 000 places. C'est un petit peu compliqué quand même. Alors du coup, que répondez-vous à ces syndicats qui, eux, sont franchement sceptiques? On a déjà entendu un début de réponse de votre part. Vous dites en gros, dans ma ville, déjà à Alençon, nous on a la place, c'est ça? Je suis d'accord avec le syndicaliste. Effectivement, vider une prison, ça complique parce que nous avons une surpopulation pénale. Vous avez 80 000 détenus, il manque 18 000 places, donc ça va être compliqué. Moi, je propose plutôt de les affecter dans les quartiers isolement qui existent, dans les maisons centrales où nous avons des quartiers quand même sécurisés et dans les 2 maisons centrales que je viens de citer. Si effectivement on va aller plus loin, on pourrait effectivement imaginer une construction d'une nouvelle maison centrale de sécurité ou une maison d'arrêt plus sécuritaire. Mais effectivement, vider une prison dans laquelle vous avez des détenus, c'est compliqué parce que nous sommes en surpopulation pénale. Donc ça demandera un peu de temps. Dans les mesures d'urgence, je pense qu'on a des outils actuels, quartiers d'isolement, les 2 maisons centrales que je viens de citer, et puis on peut créer effectivement dans les grosses maisons d'arrêt des quartiers plus sécurités comme on l'a déjà fait à Fleury-Mérogis ou à Fresnes, par exemple. Pour continuer de comprendre pour nos téléspectateurs, il y a donc un point qui est très parlant, c'est les saisies de téléphone. C'est un phénomène qui explose, les téléphones en prison. Les saisies sont en hausse constante depuis 10 ans dans les prisons françaises. Plus de 40 000 saisies en 2024, c'est ce que disait Gérald Darmanin à début du mois. Et il y a eu cette affaire, c'était début janvier, une impressionnante et surprenante saisie à la prison de Fresnes, que vous connaissez par cœur. 45 téléphones portables, 1 kilo de cannabis retrouvés dans des cartons de fromage râpé. De fromage râpé destinés à la cantine des détenus. Comment un tel trafic a-t-il pu se produire dans cette 2e prison, le 2e établissement pénitentiaire le plus grand de France? Extrait d'un reportage de François-Xavier Ménage et Alexandre Aguier sur TF1 il y a quelques jours. 50 000 € de marchandises livrées sans être repérées auparavant dans l'enceinte même de la prison de Fresnes. Sur cette photo, on voit les palettes transportées par camion. Puis dans ce carton, sous les sachets de fromage râpé, des pochons contenant des iPhones
et de la résine de cannabis. L'opération paraît très bien rodée. Pour chaque pochon, l'équivalent d'un numéro de commande avec un chiffre et une lettre. Une société extérieure passe en camion via la porte dédiée au véhicule. Un contrôle sommaire est effectué. Les cartons sont censés contenir des produits frais. À l'intérieur, au total, 45 iPhones, une grande quantité de cartes SIM, des écouteurs, mais aussi 1 kilo de cannabis ainsi que des cigarettes. Habituellement, le déballage des denrées s'effectue dans cette prison en présence conjointe de surveillants et de détenus, mais exceptionnellement ce jour-là, aucun détenu n'est appelé en renfort. Les gardiens sont donc seuls lors de la découverte. Les questions sont donc nombreuses. Le livreur était-il au courant ? Quels complices à l'intérieur de la prison ? Et depuis combien de temps ces malversations avaient-elles lieu ? Non, les choses à la base, très simplement, comment est-ce possible ? Comment est-ce possible ? Et sujet sensible, y a-t-il un problème de corruption aussi, de gardiens dans les prisons ? Mais bien sûr, ça arrive parfois, malheureusement, quand j'étais directeur de Fresnes, j'ai dû effectivement faire des enquêtes sur certaines corruptions et on a dû suspendre quelques agents. Oui, ça arrive malheureusement. On l'a vu également dans certaines évasions des personnels qui avaient été effectivement corrompus. Donc c'est une question de fond. Il y a la deuxième question, c'est le contrôle. Le contrôle aux portes d'entrée. Donc il faut renforcer les contrôles. Et ce qu'on vient de voir sur la prison de Fresnes, évidemment, est inacceptable parce qu'on n'a plus de... On se pose des questions sur le sens de la peine. Si effectivement en prison on peut continuer les trafics, on peut téléphoner à l'extérieur, on peut organiser des réseaux, effectivement le sens de la peine est remis en question. Donc il faut sécuriser l'ensemble des établissements pénitentiaires avec des portiques nouvelle génération, avec des scanners, avec des brouilleurs pour empêcher les détenus de téléphoner. Il y a un sujet majeur, il y a les narcotrafiquants, mais d'une manière générale, il y a également la sûreté de l'ensemble des établissements pénitentiaires parce que ça devient inacceptable. On se pose des questions sur le sens de la peine. La prison écarte, mais elle doit également prévenir de la récidive et dans ce cadre-là, on ne peut pas le faire. On reste ensemble toujours, encore une fois. Oui, bien sûr. Et puis moi, j'en ai une aussi pour vous. On a les sous ? On a le budget pour réaliser un tel projet, en plus pour l'été 2025 ? Je ne suis pas certain que ce soit extrêmement coûteux. D'accord. De prendre. Je parle souvent de contrôle, monsieur le directeur, monsieur le maire d'Alençon. Il y a environ 185 à 200 lieux de détention pénitentiaire en France. Il doit y avoir une grosse dizaine de centrales. Ça ne changera pas financièrement beaucoup de choses. Mais la question que j'ai envie de vous poser, c'est celle-ci. Est-ce que vous êtes candidat à Alençon pour accueillir dans les quartiers sécurisés de la prison qui est chez vous, finalement les personnes les plus, peut-être les plus dangereuses, celles qui ont le plus de relations? Est-ce qu'en tant que maire, vous vous dites, c'est quelque chose que je peux faire, que je dois faire? Alors, ce n'est pas moi qui prendrai la décision, évidemment, mais l'établissement qui existe... Vous savez, j'étais à l'origine de cet établissement lorsque j'étais à l'administration pénitentiaire, j'étais au ministère de la Justice. J'avais proposé effectivement de construire des maisons centrales de haute sécurité. Donc, on en a fait 2 à l'époque, la décision avait été prise en 2001, on l'a inauguré en 2013. Et j'avais proposé au garde des Sceaux, M. Urvaz, de créer des quartiers spécifiques pour prendre en charge les détenus radicalisés, les détenus les plus dangereux. Ça a été fait et on les a affectés à la maison centrale d'Alençon qu'on est sur ça. Donc, bien évidemment, si on trouve des places, on peut le faire. La logistique est là, la sécurité est présente et l'établissement serait bien évidemment adapté pour accueillir ce genre de détenus. Mais je rappelle également que les maisons centrales héberge les condamnés. Donc il faudra revoir la réglementation pour pouvoir y mettre également certains prévenus en accord avec les juges d'instruction et en accord avec les autorités judiciaires. Mais la guerre contre les narcotrafiquants, elle est indispensable. Même pour nous en tant que maire, quand je vois les dégâts que le trafic de drogue font dans les quartiers, eh bien, cette guerre déclarée par le gouvernement, moi, je suis extrêmement favorable entre le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice. Oui, il faut déclarer la guerre à tous ces trafiquants qui minent nos quartiers et qui minent également les prisons françaises. Est-ce que Gérald Darmanin est venu vous visiter il y a quelques heures, quelques jours ou pas ? Non, il était venu Est-ce que vous êtes candidat, il y a 2 ans avec Jean Castex pour signer le contrat de sécurité intégré. Moi, simplement, je vous dis une chose. Je suis un social-démocrate, mais je sais que la sécurité est liée aux libertés.
Et je vois les dégâts des trafics de drogue sur certains quartiers de ma ville. Donc oui, il faut déclarer la guerre. Et je vois également la contagion dans les prisons françaises, parce que vous avez des narcotrafiquants qui mènent des détentions, qui ont beaucoup d'influence et qui quelquefois favorisent la corruption au niveau de certains des agents les plus fragiles. Oui, c'est une guerre qu'il faut déclarer.